à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Prep Dad Podcast. J'ai déjà perdu le compte, je ne sais pas quel est l'épisode du jour, le numéro du moins. Ici, on parle training, nutrition, bodybuilding et tout ce qui pourrait toucher de près ou de loin à votre développement personnel. On parle également évidemment de santé. Je m'appelle Louis, vous me connaissez sous le nom de The Prep Dad et je serai votre hôte durant tout ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse encore une fois, du moins j'espère qu'il vous intéresse. Et le sujet, c'est tout simplement les compléments pour la santé. On a vu ensemble les meilleurs compléments pour la performance. Aujourd'hui, il est temps de regarder ensemble les meilleurs compléments pour la santé. Petit disclaimer, je vous recommande toujours, évidemment, de parler avant d'utiliser des compléments à votre praticien de santé. C'est extrêmement important. Encore une fois, ce que je fais ici, ce ne sont pas des recommandations médicales. Certes, je m'appuie sur la littérature scientifique et sur mes connaissances personnelles également que j'ai eues grâce à mon master en sciences de la nutrition, parce qu'on me demande souvent en quoi j'ai un master en sciences. Mais je vous recommande évidemment de consulter votre praticien de santé. Lorsqu'il s'agit des compléments alimentaires, on a un vaste panel de choix. On a énormément de choix et j'ai dû en sélectionner. Donc peut-être que vous n'allez pas retrouver les compléments que vous utilisez. Et ce n'est pas spécialement grave. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien. Ça veut tout simplement dire que lorsque je pense personnellement à des compléments pour la santé, avec les preuves que l'on a à l'heure actuelle, je ne pense peut-être pas à ces compléments. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi 3 et 3, 6, 7, 8. Je vais parler de 9 compléments. Et surtout, en fait, le 9e, je vais plus répondre à une question globale car je vois beaucoup de personnes l'utiliser et je ne vois pas spécialement l'intérêt. Donc, restez bien jusqu'au bout de ce podcast. Et je ne vais pas refaire la même introduction que la dernière fois, où la dernière fois, je vous ai expliqué que pour sélectionner ces compléments, il faut faire attention et il y a des choses à prendre en compte. Allez voir le précédent podcast autour des compléments pour la performance et vous comprendrez un petit peu mieux. Et avant de commencer, comme toujours, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater, ou à vous abonner à Spotify, mettre des étoiles, des pouces en l'air, ça me soutient énormément et c'est toujours très sympa. À vous abonner à ma newsletter, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, j'envoie un mail par semaine et quelques autres mails quand il y a des formations qui sortent, mais encore une fois, je fais en sorte de ne pas vous spammer, de résumer les contenus de la semaine, de vous donner de la valeur ajoutée totalement gratuitement. Et encore une fois, que vous soyez coach ou pratiquant, si vous souhaitez vous éduquer, c'est sûrement une des bonnes choses à faire et une des sources que j'estime être intéressante et gratuite. Et si je vous dis ça, c'est également car bientôt, vous allez recevoir un mail dans une newsletter car j'ai écrit mon premier e-book de plusieurs centaines de pages autour de la nutrition et plus particulièrement des 100 questions qu'on me pose souvent en nutrition et je réponds à chacune de ces questions évidemment avec des réponses qui sont sourcées avec la littérature que l'on a à l'heure actuelle. Je réponds à 100 questions à un tarif très abordable, ça sera moins d'une trentaine d'euros pour le lancement. Et le but au travers de ce e-book, c'est de vous donner accès à des informations de qualité lorsque vous vous posez des questions. Et on va parler de plein de choses, on va parler des édulcorants, on va parler de certains compléments, on va parler de faire des calculs pour le métabolisme, ça c'est plutôt simple, mais on va aller aussi au particulier, comme je l'ai dit, avec l'utilisation des édulcorants, les différents acides gras, les choses qu'on me pose souvent. Je réponds à tout dans ce e-book autour de 100 questions. Pas 99, pas 101, 100 questions, et ça sera peut-être le premier volume, peut-être qu'ensuite il y aura le deuxième volume et il y aura 100 autres questions, et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Ça donne une ressource qui est plus accessible que des formations, ça vous permet d'aller à votre rythme et de lire ce qui vous intéresse. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de lire les 100 questions, et juste de prendre les questions qui vous intéressent réellement. Et je pense que le e-book sort dans quelques jours. Donc, restez bien à l'affût sur vos boîtes mail. Donc, c'était la petite introduction du podcast. Et lorsqu'il s'agit de compléments alimentaires, ça doit compléter votre alimentation. Donc, dans la théorie, si vous êtes en surplus calorique et que vous avez une alimentation relativement variée, vous pouvez couvrir quasiment tous vos besoins. Alors évidemment, lorsque vous êtes sportif, il y a sûrement des considérations à prendre en compte. Lorsque vous avez
des pathologies spécifiques, il y a sûrement des considérations à prendre en compte, mais d'une manière générale, vous avez sûrement besoin de moins de compléments que ce que vous ne pensez. Et je vais aborder en premier les 2 compléments les plus importants, ou même si vous avez une bonne alimentation, il y a de grandes chances que vous ne couvriez pas vos besoins, ou du moins le premier. Et le premier complément duquel je souhaitais parler aujourd'hui, c'était tout simplement la vitamine D. La vitamine D, c'est tout simplement une vitamine liposoluble. C'est un des micronutriments qui est essentiel en soi à la santé humaine, et on sait que le soleil, c'est la principale source naturelle de la vitamine D qui va venir déclencher en fait la production de vitamine D dans la peau, mais vous pouvez également retrouver la vitamine D dans les acides gras, les œufs, et souvent ce qu'on voit, c'est que même la vitamine D est souvent ajoutée au substitut de lait. Les avantages de la vitamine D, c'est notamment l'amélioration de la santé immunitaire, la santé des os, du bien-être d'une manière générale. Ce qu'on voit également, c'est que la supplémentation en vitamine D, ça peut réduire le risque de mortalité par cancer, de diabète, de sclérose en plaques. Et ce qu'on voit également, c'est que la vitamine D, parfois, c'est pris pour la dépression et les problèmes de santé mentale, mais on a besoin de plus de preuves pour réellement affirmer que c'est utile par rapport à ça. Et les effets de la vitamine D, ça dépend notamment des niveaux qu'on a dans notre corps en soi. Et vous pouvez mesurer votre vitamine D directement avec une prise de sang si vous demandez à votre médecin. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, ce qu'on voit autour de la santé osseuse, c'est que ça sert tout simplement à augmenter et à améliorer la densité minérale osseuse. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a des études qui montrent un effet protecteur sur la densité minérale osseuse de la colonne lombaire et du col fémoral, bien que parfois les résultats soient inconsistants, comme l'appui Kazemian et collaborateurs en 2022, Le Boff et collaborateurs en 2020. Et on a également d'autres études qui ne montrent pas qu'il y a une énorme progression au niveau de la densité minérale osseuse, malgré la supplémentation en vitamine D3, comme le montre encore une fois Le Boff et collaborateurs en 2020. On a également des bénéfices du coup de la vitamine D sur la performance physique. Ce qu'on voit, c'est que la supplémentation en vitamine D3, ça peut sûrement améliorer la contraction musculaire, malgré que les effets, on va dire, globaux sur la force soient limités, comme le montrent Anne et collaborateurs en 2020. Et ce qu'on voit également, c'est que potentiellement, ça pourrait améliorer la performance aérobie chez les athlètes de sport de combat, comme le montre Marley et collaborateurs en 2020. Donc potentiellement également utile pour la performance, également potentiellement utile pour les infections respiratoires. Ça peut aider potentiellement à réduire le risque d'infection respiratoire aiguë. Surtout, en fait, chez les personnes qui ont des taux bas en vitamine D et les personnes, d'une manière générale, qui ne se supplémentent pas, comme le souligne Martineau et collaborateurs en 2019. Comme je l'ai mentionné avant, ça peut évidemment aider sûrement au niveau du cancer, mais ça surtout semble réduire en fait la mortalité, notamment chez les personnes âgées, comme le souligne Bjerlakovic et collaborateurs en 2014. Et enfin, si je dois donner un dernier bénéfice ou non, il pourrait y avoir une légère amélioration au niveau de la composition corporelle chez les personnes qui consomment de la vitamine D3, chez les personnes qui ont un IMC qui est normal, comme le souligne Chou et collaborateurs en 2021. Donc là, on a énormément d'avantages visiblement au niveau de la vitamine D. Mais quels sont les principaux inconvénients de celle-ci ? En fait, ce qu'on voit, c'est que des taux relativement élevés qui dépassent les 150 nanogrammes par millilitre peuvent potentiellement être toxiques et causer des effets secondaires comme la perte d'appétit, des nausées, des vomissements et autres. Ce qu'on voit également, c'est que potentiellement des niveaux extrêmement élevés de vitamine D, ça pourrait potentiellement être mortel, mais il faudrait vraiment y aller. On a vu qu'il y a des personnes qui avaient fait des erreurs au niveau des dosages et qui ne sont pas morts, ça a juste changé au niveau du calcium. Donc, ce qu'on voit également par rapport à la vitamine D, c'est que la production de vitamine D au niveau de la peau, elle est auto-limitée. Et l'exposition au soleil, elle est
peu probable de causer, on va dire, des dommages. Donc, si vous vous exposez au soleil, il y a relativement peu de chances que vous ayez des problèmes. Alors après, il pourrait y avoir d'autres problèmes qui seraient liés à d'autres choses par rapport à l'exposition au soleil, mais ça, on pourra peut-être en parler dans un autre podcast. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que les niveaux de vitamine D dans le sang peuvent facilement atteindre des niveaux toxiques avec une supplémentation chronique et élevée. Donc, si vous vous supplémentez avec un nombre d'unités qui est bien supérieur à ce qu'on recommande, ça pourrait potentiellement être un problème. Et encore une fois, il y a quand même un débat sur ce qui constitue la limite supérieure en termes de dose de vitamine D. Et on a du mal à savoir ce qui est un niveau modéré, ce qui est un niveau élevé en termes de supplémentation. Donc, là-dessus, il faut faire quand même attention et probablement pas prendre 10 000, 20 000 unités par jour comme ce que certains font. La dose actuelle recommandée en vitamine D, c'est sûrement environ 400, 800, 1000 unités par jour. Mais pour beaucoup d'adultes, ça semble être trop faible. La dose standard pour une supplémentation modérée, c'est sûrement 1000 à 2000 unités de vitamine D3 et ça semble correspondre aux besoins de la plupart des gens. Et des doses quotidiennes plus élevées, elles se situent entre 20 à 80 unités par kilogramme de poids de corps. Même chose, vous pourriez très bien du coup calculer vos besoins en fonction de votre poids de corps plutôt que de prendre une dose relativement standard. Ce qu'on conseille au niveau des bonnes pratiques pour la prise de vitamine D, c'est de la prendre d'une manière quotidienne avec un repas qui contient des lipides, car comme on l'a vu, c'est liposoluble. Et la dose du coup maximale de vitamine D, souvent qu'on recommande, c'est environ 4000 unités. Ça peut être une dose qui est considérée comme relativement élevée, mais qui à la fois ne semble pas poser de problème. On a vu d'autres doses qui ne semblent pas poser de problème, même au-dessus de cela. Je crois que ça va jusqu'à 10 000, mais par mesure de précaution, je préfère ici vous dire 4000 unités, vous dire de demander à votre médecin de vous prescrire une prise de sang pour regarder vos taux, et ensuite d'ajuster avec votre médecin en fonction. Mais c'est relativement intéressant. Donc voilà pour le premier complément, que je trouve extrêmement utile, notamment lorsque vous êtes peu exposé au soleil. Et évidemment, les besoins en vitamine D changent par rapport à votre exposition au soleil et également à votre couleur de peau. Il y a une question d'origine, donc regardez cela et regardez vos taux, je pense que c'est sûrement le meilleur conseil que je puisse vous donner. Le deuxième complément, sûrement, c'est dans mon top 2 des compléments pour la santé, avec un panel de bénéfices extrêmement large, ce sont tout simplement les oméga 3. Je vais juste boire un petit peu d'eau avant de vous parler de ça. Alors, ce qu'on voit, c'est les acides gras oméga 3, l'huile de poisson d'une manière générale, ont de nombreux avantages au niveau de la santé. Et ce qu'on voit surtout, c'est que les oméga 3, ils sont connus pour leur capacité à réduire les niveaux de triglycérides dans le sang. Ça semble également réduire la pression artérielle à des degrés qui sont relativement moyens, mais c'est surtout chez les personnes qui souffrent d'hypertension. Mais parfois, ça ne semble pas... toutes les études que l'on a ne viennent pas conclure que ça réduit les taux d'événements cardiovasculaires, c'est-à-dire les problèmes cardiovasculaires qu'on pourrait avoir. Également, il y aurait potentiellement des bénéfices des acides gras oméga 3 sur la dépression, mais encore une fois, on a besoin de plus de preuves pour affirmer cela. Et il y aurait également des bénéfices sur l'inflammation et autres. Ce que je liste également, c'est au niveau du stress oxydatif. La prise d'acides gras oméga 3, ça augmente la capacité antioxydante totale et l'activité du glutathion peroxydase, tout en réduisant d'autres marqueurs du stress oxydatif, comme le montrent Eshmati et collaborateurs en 2019. Au niveau des avantages cardiovasculaires, comme je l'ai dit, ça peut réduire les risques d'événements cardiovasculaires majeurs, mais
toutes les études ne sont pas concluantes à ce sujet, de décès également par maladie cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde, en particulier chez les personnes à risque, comme le souligne Siskovic et collaborateurs en 2017, Chen et collaborateurs en 2022, Arsenidis et collaborateurs en 2022, et on a également d'autres études qui suggèrent que l'impact sur la mortalité globale et les événements cardiovasculaires peuvent être limités, comme ce que je disais avant, comme le dit Abdelhamid et collaborateurs en 2018, et c'est tout, Abdelhamid et collaborateurs en 2018. On aurait également des bénéfices des oméga 3 sur la santé cérébrale. Ça pourrait du coup améliorer les marqueurs sanguins liés à la santé cérébrale, en particulier chez les personnes ayant des faibles niveaux de base d'acide gras ou souffrant de conditions neuropsychiatriques, comme le souligne Derbyshire en 2018. Et les oméga 3, ils pourraient également protéger contre la neurodégénérescence chez les personnes âgées, comme le souligne Derbyshire en 2018. Au niveau de la santé mentale, comme je l'ai vu juste avant, les oméga 3, en particulier ceux riches en EPA, peuvent réduire les symptômes de la dépression. Là, par exemple, l'exemple que j'avais, c'était pendant la grossesse et l'accouchement, comme le souligne Xu et collaborateurs en 2018. Mais leurs effets, encore une fois, chez d'autres types d'adultes que les personnes enceintes, comme je l'ai mentionné, restent à démontrer au niveau de la dépression, comme le montre Arsenadis et collaborateurs en 2022. Et enfin, on aurait un effet sur la composition du microbiome intestinal, ce qui pourrait contribuer à certains de leurs effets cardiovasculaires, comme le souligne Vijay et collaborateurs en 2020. Donc ça, ce sont tous les avantages qu'il y a sûrement à consommer des oméga 3. Maintenant, quels sont potentiellement les inconvénients ? Ce qu'on voit comme inconvénient, souvent, c'est peut-être des douleurs à l'estomac, au niveau de l'haleine et de la transpiration, une odeur un petit peu de poisson, des brûlures d'estomac, des nausées, et en réalité, je crois que c'est relativement rare, mais ça, c'est ce qu'on pourrait voir. Encore une fois, la réglementation en termes d'oméga 3, elle est relativement floue. Donc, en fait, potentiellement, il y aurait certains oméga 3 qui pourraient contenir des contaminants, des acides gras oxydés, des graisses saturées et d'autres impuretés qui pourraient réduire l'avantage global du complément. Et donc, ça serait le principal problème. Donc, c'est pour ça, par rapport à votre supplémentation en oméga 3, dans la mesure où, de ce que l'on voit dans cette vidéo, il y a potentiellement peu de compléments qui sont très utiles pour la santé. Investissez dans un complément où vous êtes sûr de la pureté, même si à ma connaissance, je crois que la prise d'oméga 3 oxydé montrait tout de même des bénéfices par rapport à un groupe qui ne prenait pas du tout d'oméga 3. Mais encore une fois, prenez sûrement quelque chose de bon pour la santé. En termes de dosage, ce qu'on voit d'une manière générale, c'est que le minimum, ça serait 250 mg d'EPA et de DHA, et c'est facilement, vous pouvez l'obtenir facilement par l'alimentation. Donc, c'est sûrement ce qui est bien. 250 mg minimum, souvent à 500 mg, c'est ce qui est conseillé pour réduire le risque, par exemple, de maladies cardiovasculaires, comme le montre Produx en 2012, Harris et collaborateurs en 2008. C'est sûrement une des doses bénéfiques. Est-ce que j'avais d'autres données à ce sujet ? Non. Après, on a vu que des doses bien plus élevées, je crois jusqu'à 5 grammes par jour d'EPA et de DHA, ne montraient pas de problème, comme le montre Produx en 2012. Mais vous savez que sûrement ce qui est conseillé, c'est entre 250 à 500 mg de PA et de DHA pour de la population générale. Je ne parle pas, encore une fois, de cas cliniques où il y aurait sûrement besoin de choses bien plus élevées. On a d'autres effets, par exemple, au niveau de la réduction des triglycérides, avec une dose de 3,4 grammes par jour, qui montre une réduction significative de ceci, comme le montre Skoulas, Rey et collaborateurs en 2011. Donc, oméga 3, c'est relativement safe, alors à part sûrement les petits effets secondaires qu'on pourra avoir au niveau des reflux ou autres, et il y a des bénéfices au niveau de la santé mentale, de la santé cardiovasculaire, des triglycérides. Donc,
sûrement un des compléments relativement safe et parmi, alors j'ai pas envie de dire les moins chers parce que ça devient relativement cher, mais qui pourrait faire partie de votre stack de compléments pour la santé. Donc là, on a vu 2 compléments. Le troisième complément que j'aimerais mentionner pour la santé avant de parler d'autres compléments pour la santé, et je l'ai quand même intégré, c'est tout simplement le multivitamine. Et j'irais dire, si vous êtes en déficit calorique, un multivitamine de bonne qualité, c'est sûrement intéressant. Si vous êtes en surplus calorique, vous n'en avez sûrement pas besoin. Et on a des preuves mitigées vis-à-vis de ça, mais ce qu'on voit d'une manière générale, c'est que sûrement un multivitamine bien formulé, ça aide au niveau de la réduction du stress oxydatif et ça améliore potentiellement le métabolisme énergétique. On voit également que potentiellement ça peut améliorer l'humeur et la fonction cognitive chez les personnes âgées. Je crois que c'était Dorschelti et collaborateurs en 2022 qui montraient ça. On voit également que ça améliore tout simplement l'état nutritionnel et les marqueurs cardiovasculaires. L'état nutritionnel, tout simplement parce que vous prenez plus de vitamines dans votre journée et ça peut également potentiellement aider à réduire le risque des infections chez les diabétiques. Et ça peut, les multivitamines, ils peuvent être efficaces pour prévenir certaines formes de malnutrition. Du coup, notamment les carences en micronutriments. Et ça varie, cet effet-là, il varie tout simplement au niveau de la population qui est ciblée. Ce qu'on va voir, c'est que les enfants, ça peut aider notamment les enfants dans les pays à revenus faibles à intermédiaires. Ce qu'on voit, c'est que la supplémentation en multivitamines et minéraux, ça a montré une réduction du risque d'anémie et une légère amélioration des scores de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, comme le montrent Tam et collaborateurs en 2020, Das et collaborateurs en 2019. Ça peut également aider les adultes âgés. Ça peut également aider les patients après une chirurgie bariatrique. Par exemple, tout simplement parce que ça peut éviter, après une chirurgie bariatrique, d'éviter tout simplement les carences, comme le montrent Hochsen et collaborateurs en 2021. Donc, il y a beaucoup de bénéfices. Les limites, c'est sûrement, évidemment, ça ne vient pas totalement prévenir des maladies, contre les maladies cardiovasculaires et le cancer. Les effets au niveau de la diminution du taux de mortalité, toutes confondues, c'est sûrement relativement moyen. Et ça dépend également de la population. Comme je disais, peut-être une population générale avec des revenus un peu plus importants n'auront pas besoin de multivitamines. Et également, faites attention à vos pathologies spécifiques. Potentiellement, ça pourrait être contre-productif. Et donc, tout simplement, les multivitamines, ils peuvent être bénéfiques pour prévenir certaines carences, en particulier dans certains contextes spécifiques, chez les enfants des pays à revenus faibles, chez les personnes malnutries. Et donc, lorsque vous êtes en déficit, vous n'avez sûrement pas tous les nutriments dont vous avez besoin, et c'est là qu'un multivitamine pourrait être efficace. Ça ne sert sûrement à rien de prendre un multivitamine si vous avez des taux suffisants de vitamines dans votre alimentation. Donc, c'était alors une parenthèse sur les multivitamines pour vous dire, ça peut être utile, mais sûrement dans moins de contextes que ce qu'on les utilise. Et du coup, pour continuer au niveau des minéraux surtout, on pourrait parler, un minéral très utile et souvent tout le monde en parle comme le Saint Graal, c'est le magnésium. Et ce qu'on sait, c'est que c'est l'un des minéraux les plus abondants dans le corps. Ça agit comme un électrolyte et un cofacteur de plus de 300 enzymes. Le magnésium, ça aide à la production d'ATP, au métabolisme du glucose, à la synthèse de l'ADN et des protéines, à la conduction nerveuse, à la santé des os, à la régulation cardiovasculaire et évidemment d'autres fonctions. Ça joue également un rôle, et on en a parlé juste avant, dans la synthèse et l'activation de la vitamine D. Ce qu'on voit, c'est qu'on trouve du magnésium dans l'alimentation, notamment dans certains légumes verts, dans les noix, dans les graines, dans les légumineuses, dans les céréales complètes, dans le bœuf, dans le poulet. On sait souvent qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont enrichis en magnésium. Si vous regardez les céréales, il y a beaucoup de marques qui viennent vanter le fait qu'ils ont enrichi tout cela en magnésium. Mais ce
ce que l'on voit, c'est qu'il semble qu'environ seulement 20 à 40% du magnésium alimentaire qui pénètre dans l'organisme devient biodisponible. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Ce qu'on voit également, c'est que plus de la moitié des adultes pourraient ne pas atteindre l'apport quotidien recommandé en magnésium, tout simplement parce que ce qu'on voit dans nos régimes modernes, c'est qu'ils sont souvent peu riches en aliments qui sont riches en magnésium, et il y a beaucoup d'aliments transformés qui sont peu riches en magnésium. Et en tant que tel, en soi, la carence en magnésium, ça peut être un problème car ça augmente le risque d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de syndrome métabolique, d'ostéoporose. Et donc, c'est un problème notamment chez les personnes âgées. Au niveau des avantages du magnésium, du coup, ce que l'on sait, c'est que déjà, comme je l'ai mentionné juste avant, si vous avez un taux plus faible en magnésium que ce qu'on veut, ou un taux faible en magnésium, ça augmente votre risque de diabète, et la supplémentation en magnésium, ça a montré des effets positifs au niveau de la glycémie et de la sensibilité à l'insuline, en particulier chez les personnes résistantes à l'insuline. Le magnésium également, ça semble diminuer la pression artérielle chez les personnes qui sont déficientes, encore une fois, en magnésium, et celles qui ont une pression artérielle élevée. Et on voit encore une fois des changements plus ou moins significatifs à ce niveau-là. Et potentiellement, également, la supplémentation en magnésium, et ça je sais qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui en parlent, c'est oui, c'est vrai, ça pourrait réduire la fréquence et l'intensité des migraines et atténuer les symptômes prémenstruels chez les femmes. Donc il y a encore une fois un vaste panel de bénéfices. Et vous voyez, dans les bénéfices, je n'ai pas mentionné le sommeil. Parce que le magnésium, à ma connaissance, en soi, n'aide pas à mieux dormir. C'est la déficience en magnésium qui sera un problème. C'est pas parce que vous allez prendre plus de magnésium que vous allez mieux dormir. Non, c'est parce que vous êtes déficient en magnésium que là, il y a peut-être plus de soucis au niveau du sommeil. Alors oui, vous pourriez prendre votre magnésium avant de dormir, mais c'est plus pour clarifier un petit peu plus cela. Et je l'ai déjà mentionné dans une vidéo que j'avais faite sur les compléments pour le sommeil il y a quelque temps. Vous pouvez aller les regarder. Les inconvénients principaux du magnésium, si elle n'est pas excessive, il n'y aura sûrement pas d'effet secondaire, mais ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, le problème, ça serait la dose et le type de magnésium que vous allez consommer. Si par exemple vous consommez de l'oxyde de magnésium, ça peut avoir un effet laxatif. Et il y a d'ailleurs certaines personnes qui choisissent de prendre le magnésium pour cette raison-là. Donc c'est sûrement pas le meilleur pour la santé. Et également, il faut faire attention car les compléments en magnésium, ça peut également interférer l'absorption de certains médicaments. Donc, faire attention à cela. On sait également que ça peut causer potentiellement des nausées, des crampes abdominales, suivant la forme de magnésium. Si vous prenez de l'oxyde de magnésium, de la chlorure de magnésium, du gluconate de magnésium, de l'hydroxyde de magnésium ou même du carbonate de magnésium, là, ce sont les formes qui pourraient sûrement poser plus de problèmes. Et ce qu'on voit du coup, en termes de dosage, c'est que déjà, en termes d'apport journalier recommandé par jour, c'est 410 à 420 mg pour les hommes, 320 à 360 pour les femmes, et ça prend en compte toutes les sources de magnésium, dont celles des aliments, des boissons, des compléments, des médicaments. Et ce qu'on voit, c'est que souvent la limite supérieure tolérable, elle est un peu plus élevée que cela. Je crois qu'elle est à 400 mg au niveau juste des compléments ou quelque chose comme ça. Ce que vous vous demandez maintenant, c'est quelle est la forme la plus optimale de magnésium? C'est sûrement le magnésium citrate. Ça semble avoir le meilleur degré d'absorption. Et les autres formes, comme je l'ai évoqué juste avant, comme l'oxyde, semblent avoir des mauvais degrés d'absorption. Et également, ce qu'on voit, c'est que du coup, au-delà d'être mieux absorbé, ça semble également présenter un risque plus faible d'effets secondaires gastro-intestinaux et de diarrhée par rapport à d'autres formes. Et les effets secondaires, souvent qu'on voit, c'est plus par rapport du coup à l'oxyde. Et juste pour revenir autour du sommeil, la plupart des études
par rapport au sommeil, présente un risque modéré à élevé de biais et d'épreuves de faible qualité, ce qui limite la capacité à faire des recommandations fermes au niveau du sommeil. C'est ce que je voulais mentionner. Comme le mentionne Marin et Pitre en 2021, donc c'était ce que je voulais dire par rapport à cela. Donc pour l'instant, utile pour la santé, vitamine D3 sûrement en supplémentation, oméga 3 que vous pouvez sûrement atteindre avec votre alimentation, multivitamine en cas de déficit calorique, magnésium que vous pouvez sûrement atteindre avec votre alimentation, mais utile même chose en cas de déficit, et on a également en termes de minéraux, le zinc qui pourrait également être important. Et le zinc, c'est un minéral essentiel, et même chose, c'est un composant fonctionnel de plus de 300 enzymes qui dépendent du zinc pour catalyser les réactions chimiques. Le zinc, vous l'obtenez par votre alimentation. Par exemple, un aliment qui contient beaucoup de zinc que vous mangez peut-être durant cette période de l'année, ou non d'ailleurs, c'est peut-être fini, les huîtres, la viande rouge également, la volaille, et on voit que dans certains pays, certaines farines sont enrichies également en zinc. Et les principaux avantages du zinc, ça dépend encore une fois du statut en zinc de l'individu. Donc, la supplémentation en zinc, elle est peu susceptible de fournir un avantage si vos niveaux en zinc sont déjà adéquats et si vous n'êtes pas déficient en zinc. Potentiellement, la supplémentation en zinc également, elle peut améliorer les symptômes dépressifs et les marqueurs du contrôle glycémique et des lipides sanguins, notamment chez les personnes atteintes de maladies chroniques. La supplémentation en zinc, elle pourrait potentiellement également améliorer l'acné sévère, mais on a besoin de plus de preuves à ce sujet-là. Ce qu'on voit du coup au niveau également de la santé mentale, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est que ça pourrait potentiellement améliorer au niveau des symptômes dépressifs, de la capacité antioxydante, de la qualité du sperme et une réduction des marqueurs inflammatoires comme le montre Lee et collaborateurs en 2022. Au niveau des lipides sanguins, ça pourrait aider au niveau du cholestérol total, du LDL, des triglycérides, comme le montre Ranasinghe et collaborateurs en 2015, Gaidi et collaborateurs en 2023. Et également, on a du coup des effets antioxydants et anti-inflammatoires en réduisant notamment le stress oxydatif, l'incidence des infections, notamment chez les personnes âgées, comme le montre Prasad et collaborateurs en 2004, et les mêmes auteurs, Prasad et collaborateurs, en 2007. Alors peut-être pas les mêmes, je n'ai pas la liste complète. Maintenant, on sait les avantages du zinc, les inconvénients. Au-delà de la limite recommandée, ça peut entraîner, même chose, des problèmes gastro-intestinaux. Par exemple, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, de la diarrhée. Et à long terme, un apport excessif en zinc, ça a été associé à une carence en cuivre et en fer, ainsi qu'à une diminution, on va dire, du système immunitaire. Et quand je parle de cette limite supérieure recommandée, c'est d'environ 40 mg par jour. Au niveau du dosage, la supplémentation en zinc, souvent, c'est entre 5 et 10 mg, jusqu'à 25, 45 mg, c'est ce qu'on voit souvent sur les boîtes. Ce qu'on voit, c'est que les différentes formes de zinc, les différents compléments en zinc contiennent différentes formes en zinc. Et en fait, le poids en zinc, par exemple, vous n'aurez pas le même taux en zinc élémentaire. Et pour vous donner une idée, l'acétate de zinc, ça contient environ 36% de zinc en poids. Donc, 140 mg d'acétate de zinc, ça contient 50 mg de zinc élémentaire. Et à contrario, si je prends le gluconate de zinc, c'est 14% de zinc en poids. Et donc là, il faut 348 mg de gluconate de zinc pour avoir 50 mg de zinc élémentaire. Et la plupart des produits à base de zinc indiquent le poids élémentaire de chaque dose fournie. Par exemple, parfois, on a 50 mg de zinc, entre parenthèses, sous forme picolinate, donc ça fait 50 mg de zinc élémentaire. Et du coup, en termes
de recommandation, ça dépend de votre statut en zinc. Donc, on n'est pas capable là, de vous faire une recommandation comme ça, mais souvent des doses 5 à 10 mg, c'est probablement largement suffisant pour beaucoup d'individus. Donc, ça, c'était en termes de choses essentielles. J'aimerais faire un point juste avant de passer à deux compléments qui sont... alors, un complément, on a besoin de plus de recherche, et un complément où ça dépend vraiment des considérations spécifiques des individus. Et le premier complément, c'est tout simplement... Le dernier complément de cette liste, c'est le fer. Et le fer, c'est un des minéraux les plus abondants sur Terre, vous le savez sûrement. Vous en avez dans des aliments comme les huîtres, les légumineuses, le chocolat, les épinards. On a deux formes de fer principales en termes de fer alimentaire, le fer héminique et non héminique. Le fer héminique est plus facilement absorbé et le fer héminique, c'est un composant d'hémoprotéines comme l'hémoglobine, une protéine tout simplement qui aide au niveau du transport de l'oxygène. Mais c'est un exemple. Ce qu'on voit, c'est que les produits d'origine animale contiennent à la fois du fer héminique et non héminique, tandis que les aliments d'origine végétale et enrichis en fer ne fournissent que du fer non héminique qui est moins facilement absorbé par l'organisme. Les principaux avantages du fer, c'est notamment le rôle au niveau des fonctions biologiques, et c'est pour ça d'ailleurs que ça constitue souvent le traitement de première intention de l'anémie ferriprive. Et le fer, il est couramment également prescrit, et c'est pour ça que je disais, en termes de considération spécifique, aux femmes menstruées en raison de l'augmentation des pertes de sang et parfois pendant la grossesse pour répondre aux demandes métaboliques accrues. Le fer également, ça joue au niveau du cerveau, et on a des études portant sur les enfants qui ont montré que la supplémentation peut améliorer la mémoire et la concentration, mais on a besoin évidemment, encore une fois, de plus de recherche, et il y a cependant des inconvénients au fer, et c'est pour ça qu'il faut être prudent lorsqu'il s'agit de supplémentation en fer, tout simplement car ça ne doit être utilisé qu'en cas de besoin, car ce qu'on voit, c'est que l'utilisation prolongée de compléments en fer ou un excès de fer dans l'organisme, ça peut avoir des effets secondaires indésirables, comme, encore une fois, un inconfort gastro-intestinal, avec des nausées, des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac, parfois de la constipation. Ce qu'on voit également, c'est qu'on a beaucoup d'études observationnelles qui ont rapporté que la consommation régulière de fer alimentaire, en particulier de fer héminique, provenant de produits du coup animaux, prédisposés à de nombreuses maladies et peut augmenter le risque de certains cancers. Mais après, encore une fois, c'est souvent basé sur des questionnaires autodéclarés, donc j'irai pas uniquement me fier à ça, car le niveau de preuve, il est relativement faible. Ça, c'est plus pour vous dire ce qu'on voit. Et en termes, du coup, de dose, en fait, pour vous dire la dose, c'est que ça dépend tout simplement du sexe, de l'âge et du fait que vous soyez enceinte ou que vous allaitiez, de votre statut en fer. Par exemple, pour une femme adulte, les recommandations sont de 18 mg par jour. Et donc, il faut évidemment faire attention à cette supplémentation, car on peut avoir potentiellement des problèmes au niveau de la surcharge en fer. Et on a des maladies qui sont justement liées à la surcharge en fer. Et référez-vous à votre médecin, aux prises de sang de votre médecin viendra vous prescrire, et ne vous supplémentez pas bêtement avec un grammage qui ne serait pas approprié. Donc faites attention à ça. Il nous reste 3 compléments à aborder pour ce podcast. L'ashwagandha, la mélatonine, et le dernier complément, c'est plus un complément que je vais vous expliquer si vous devriez en consommer ou non. Le premier complément, c'est l'ashwagandha, et je trouve toujours intéressant de parler de l'ashwagandha, car c'est tout simplement un extrait de racine, l'ashwagandha, c'est un extrait de racine. L'extrait de racine d'ashwagandha, ça provient de la plante Withania somnifera, et c'est populaire dans la médecine traditionnelle indienne, et on n'a pas énormément
de données autour de l'ashwagandha, mais ça semblerait fonctionner comme un adaptogène. Et il protégerait les divers systèmes du corps contre les dommages causés par le stress. Euh, Au niveau des bienfaits de l'ashwagandha, ça peut potentiellement réduire les niveaux de stress chez les personnes très stressées, avec du coup des avantages associés pour la santé et le bien-être. Et ça semble particulièrement efficace pour lier contre le stress lié à l'anxiété. Et ce qu'on voit également, c'est que l'ashwagandha semblerait améliorer la qualité du sommeil, notamment chez les personnes qui souffrent de troubles du sommeil. Et après, on a d'autres recherches, souvent, qui sont un petit peu biaisées et pas très impartiales, et souvent financées par des entreprises de compléments alimentaires. Mais je vous ai évoqué les bénéfices qui semblent importants pour l'ashwagandha. Ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de l'ashwagandha, les bienfaits sont généralement observés avec une posologie de 300 mg d'extrait de racine, standardisé à 5% de withanolide, pris 2 fois par jour. Mais on a un manque de données à ce sujet. Et au niveau de la prise, ce qu'on voit, c'est que ça pourrait être intéressant d'être pris avec les repas. Et chez certaines personnes, on voit que c'est stimulant, donc il faudrait faire attention et potentiellement l'éviter avant le coucher si ça vous stimule chez vous. Et ce qu'on voit, c'est que le mieux à prendre, c'est l'extrait de racine d'ashwagandha. Ce que je tiens quand même à mentionner, c'est que ça peut valoir la peine d'être essayé pour les personnes stressées et anxieuses. Il n'y a sûrement pas de bénéfice, on va dire, physique, mais je pense que c'est un des compléments, on aura de plus en plus de recherches de qualité dessus, et si on a de plus en plus de recherches de qualité dessus, alors potentiellement on aura des résultats un petit peu plus concluants, mais c'est sûrement un des compléments avec des bénéfices potentiels à essayer si vous voyez si ça marche chez vous. Et un autre complément du coup lié, vu qu'on parlait de qualité du sommeil, c'est la mélatonine. C'est une neurohormone sécrétée par la glande pinéale dans le cerveau qui régule le cycle veille-sommeil. Ce qu'on voit, c'est que la lumière, elle supprime la synthèse de mélatonine. Et donc, ce qu'on voit, et l'intérêt de la mélatonine, c'est de normaliser les schémas de sommeil anormaux. Par exemple, ce qu'on dit souvent, c'est en cas de jet lag, ça peut être utile. Les principaux avantages de la mélatonine, c'est tout simplement du coup de régler vos cycles de sommeil, tout simplement parce que les cycles de sommeil irréguliers sont souvent associés à beaucoup de problèmes de santé. Ce qu'on voit, c'est que la mélatonine, ça vous sert à vous endormir, et la supplémentation, c'est considéré comme un moyen d'obtenir un sommeil régulier. Notamment si vous travaillez de nuit, ça pourrait potentiellement être intéressant. Et également, la supplémentation en mélatonine, ça pourrait potentiellement modestement améliorer les symptômes de dépression, même si, encore une fois, on a peu de données à ce sujet, et il y a sûrement d'autres bénéfices, notamment la réduction et du moins atténuer les symptômes du syndrome du côlon irritable. Et encore une fois, ça pourrait dépendre du type de population dans lequel vous vous situez. Ce qu'on voit, c'est que par exemple, les fumeurs, ils peuvent être moins réceptifs à la supplémentation de mélatonine en raison d'une dégradation enzymatique accrue de la molécule. Quels sont cependant les principaux inconvénients de la mélatonine? Alors, à un dosage normal, ça semble être sûr. On a, à ma connaissance, peu d'effets secondaires qui sont notables. On aurait potentiellement la somnolence, les maux de tête et les nausées, mais c'est rare. Et il y a une chose que je tiens à mentionner, la mélatonine n'est pas addictive. Ce n'est pas un médicament et la mélatonine n'est pas addictive. Et en termes de dosage, en fait, ce qu'on voit, c'est que les doses de mélatonine, souvent utilisées, c'est entre 300 microgrammes et 5 milligrammes. Et souvent, c'est bien d'être progressif et d'aller du plus faible à la dose qui fonctionne pour vous.
Et les avantages, encore une fois, de la mélatonine, ils ne dépendent pas en soi de la dose. Si vous en prenez plus, vous n'allez pas vous endormir plus rapidement. Et ce qui servirait sûrement, c'est de prendre la mélatonine 30 minutes avant de vous coucher. Et chez certaines personnes, potentiellement même plus tôt, ça pourrait être efficace. Donc voilà, concernant le dernier complément qui était vraiment utile. Et je voulais juste mentionner un autre complément. Et c'est la vitamine C. Je vois énormément de personnes se supplémenter en vitamine C. Selon l'OMS, la plupart des adultes n'ont besoin que de 45 mg de vitamine C par jour. Alors, c'est l'OMS et on sait que ces chiffres, ils ont sûrement été montrés trop bas. Et ce qu'on voit souvent, c'est que sûrement entre 95 mg pour les femmes et 110 mg pour les hommes, c'est sûrement un peu plus raisonné comme dose. 95 mg pour les femmes, 110 mg pour les hommes. Encore une fois, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a sûrement pas d'intérêt à en consommer, tout simplement parce que vous pouvez atteindre ces chiffres relativement facilement par l'alimentation. Et se supplémenter avec ces doses-là, c'est sûrement inutile. Ce que l'on voit, c'est que potentiellement, des doses plus élevées jusqu'à 2000 mg, elles sont utilisées pour soutenir le système immunitaire chez les athlètes ou réduire la durée de rhume. L'affirmation selon laquelle prendre 2000 mg de vitamine C jusqu'à 5 fois par jour pour réduire les symptômes, encore une fois, du rhume, il n'y a pas suffisamment de preuves. Donc, dans la plupart des cas, se supplémenter, c'est pas le plus utile. C'est si vous avez une activité physique très importante, avoir une supplémentation, ça pourrait être intéressant, mais c'est les besoins de 110 mg, vous les couvrez largement avec votre alimentation. Pas pour les hommes et 95 mg pour les femmes, vous les couvrez largement avec votre alimentation, avec des fruits et des légumes variés. Et on n'a pas suffisamment de preuves, encore une fois, qui nous indiqueraient qu'il y a vraiment des intérêts à avoir des doses extrêmement grandes. Je crois qu'il n'y a pas de toxicité, même chose à prendre 1 gramme, mais ce n'est pas quelque chose que j'irais recommander de base pour des individus, on va dire, normaux. Donc, voilà pour la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre vos recommandations autour des différents thèmes de podcast dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, à vous abonner à ma newsletter. N'oubliez pas que le e-book sur la nutrition sort bientôt. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à la semaine prochaine.